Qu'est-ce que vous reprochez à cette loi du plomb? Aujourd'hui, on est tous mobilisés contre la loi du plomb. Pour beaucoup de raisons, notamment l'un des combats historiques de Polynice qui est les néonicotinoïdes. C'est des pesticides qui sont interdits en France depuis 2020 parce qu'ils sont extrêmement dangereux pour les abeilles, les pollinisateurs et les insectes. Et cette loi propose aujourd'hui de réintroduire l'acétamipride qui est un pesticide néonicotinoïde. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que le combat est mort maintenant et que les agriculteurs ont un peu déjà gagné ce combat? Aujourd'hui, l'enjeu il est prégnant et c'est aujourd'hui que ça se joue parce que demain il y a la commission mixte paritaire. Donc les 7 députés et 7 sénateurs vont être appelés à reformer cette loi et elle va passer le 7 juillet à l'Assemblée nationale. Donc c'est hyper important de se mobiliser et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Mais vous avez l'impression d'être encore entendu aujourd'hui? On va le voir aujourd'hui avec cette mobilisation-là et celle qu'il y a demain. Effectivement, il y a le monde agricole, il y a énormément d'associations, les citoyens sont mobilisés. Il y a eu énormément d'interpellations des députés, plus de 100 000 voire 200 000 interpellations des députés. Donc nous, je trouve vraiment que la mobilisation, elle grandit aujourd'hui et c'est très bien. Alors les néonicotinoïdes, c'est un combat qui est porté par Polynice depuis quasiment sa création. On avait réussi à les interdire effectivement grâce à la mobilisation de plus d'1 million de citoyens. Et aujourd'hui, effectivement, on a l'acétamipride qui est un néonicotinoïde tueur d'abeilles. Très clairement, il y a de nombreuses études qui montrent qu'il y a beaucoup d'effets néfastes sur la reproduction des abeilles, sur leur santé et sur leur survie. Aujourd'hui, ce serait complètement anachronique de réintroduire ce néonicotinoïde. Vous y croyez encore? On y croit, bien sûr. Avec plaisir. Et pour les néonicotinoïdes, en fait, ils tuent les abeilles, mais ils tuent aussi tous les insectes pollinisateurs, non? Tout à fait. De toute façon, c'est un néonicotinoïde, donc ça a des impacts délétères sur le système nerveux des insectes. Parce que je vois là, vous avez sur votre drapeau plein de petits insectes qui sont pas tous des abeilles. Hein. Il y a beaucoup de papillons, il y a beaucoup de... Bien sûr, nous, notre combat, c'est les abeilles en tant que représentants de toutes ces espèces et en tant qu'essentiel pour les écosystèmes et toute la biodiversité autour. On veut des coquelicots et pas des pesticides de synthèse. Merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez déjà nous résumer pourquoi vous êtes ici? Quel est l'objet de la mobilisation? Eh bien, on est ici, nous, à la Confédération Paysanne, avec tous les organes partenaires pour dire que non, on ne veut pas de cette loi du plomb. On l'a martelé depuis des semaines. C'est une loi qui est mortifère, c'est une loi qui est rétrograde et qui ne répond absolument pas aux enjeux agricoles actuels. Est-ce que tu peux baisser tout le monde? Oui, bien sûr, bien sûr. Merci. C'est mieux comme ça? Oui, c'est nickel. Parfait. Quels sont les points de blocage? Il y en a plusieurs, il y a 3 articles principaux. Hein. Moi je vais parler de l'article 3 sur les ICPE, c'est-à-dire les règles administratives pour agrandir les élevages et les productions animales industrielles. Celui-là, en fait, il propose juste de permettre des méga structures de bovins, de porcins, de volailles. Et en fait, ça va à contresens de l'intérêt général, ça va à contresens des enjeux environnementaux, ça va à contresens aussi des besoins de l'agriculture. La loi, elle est annoncée, le projet de loi, il est annoncé comme voulant aider justement l'installation de nouveaux agriculteurs. Ça va être voilà, aider enlever des contraintes. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée? Est-ce que c'est le cas? En fait, cette loi, elle répond à l'agro-industrie et seule une toute petite minorité de paysannes et de paysans, d'agriculteurs plutôt, sont favorables à cette loi. La grande majorité ne l'est pas parce qu'en fait, nous, pendant les colères agricoles, tous les syndicats confondus, on était dans la rue, on était en train de crier notre colère. Mais en fait, ce qu'on demande, c'est un revenu digne pour toutes et tous. Ça, c'est des fausses solutions. Ce que la FNSEA, avec la complicité du gouvernement, est en train de faire passer, ce sont des fausses solutions qui ne répondent en rien aux attentes du monde paysan. Et on nous fait croire, on nous rabâche. En fait, c'est du matraquage, hein, c'est de la propagande pure. Les paysannes et les paysans, on veut un revenu digne et celles et ceux qui sont enfermés, piégés dans ce modèle vraiment délétère, qui les emmène droit dans le mur, ça fait 60 ans en fait qu'on le teste ce modèle. On voit bien que les paysans et les paysannes disparaissent. Ce qu'on veut, c'est de vivre dignement. Et les personnes qui sont piégées, qui sont victimes du système agro-industriel, en fait, on veut qu'ils puissent en sortir. Il faut les accompagner. Il y a de l'argent qui est mis dessus. Le plan Ecophyto 2018, il y avait 500 millions d'euros qui ont été mis soi-disant pour réduire de moitié, 50% les pesticides. C'est un échec. Et cet argent-là, il devrait être mis en place pour accompagner vraiment vers une transition agroécologique de tous les agriculteurs, toutes les agricultrices. Ce qu'on dit, c'est qu'on ne veut pas une ferme en moins dans les années à venir. C'est bon, la disparition des paysannes et des paysans, 70% de paysannes et de paysans en moins en quelques décennies, c'est plus tenable, c'est plus possible. Et les personnes qui sont enfermées dans ce modèle, ils sont victimes de ce modèle. Et nous, ce qu'on veut, c'est qu'on
on les tire par le haut, on les sort de là. Et le retour des néonicotinoïdes, c'est pas nécessaire pour certains paysans? Alors il y a si les betteraviers et les producteurs de noisettes, ils sont dans une impasse, mais parce que c'est une impasse de choix de production. Il faut changer de modèle, il faut arrêter la monoculture sur des surfaces incroyables pour de l'exportation. Nous on défend la souveraineté alimentaire, se réapproprier nos choix politiques en matière d'agriculture et d'alimentation. En fait, on a des alternatives possibles, ça existe. Il faut juste avoir du courage politique et franchement, pour l'instant, nos gouvernements successifs n'en ont pas, et encore moins le gouvernement actuel. Et les conséquences sur la santé, vous les connaissez de ces néonicotinoïdes qui oui, reviennent? En fait, c'est des produits toxiques, on le sait, c'est des produits toxiques pour l'environnement, c'est des produits toxiques pour la santé, c'est aussi des produits toxiques pour les apiculteurs, enfin les apicultrices, enfin pour les abeilles, on le sait que c'est des produits dangereux, donc on dit qu'on ne peut pas faire de machine en arrière sur un produit qui est aussi dangereux, qui est prouvé aussi cancérigène, donc non, c'est des choses qui sont rétrogrades, en tout cas ça va à contresens de l'histoire, c'est ça aussi qu'on martèle, on ne peut pas aller en marche arrière sur la problématique de l'environnement, de la santé et du réchauffement climatique. Là on vit des canicules successives, je ne sais pas à quel moment nos politiques ils vont faire le lien entre ce qu'on vit nous, dans nos fermes, dans nos corps, dans nos campagnes, mais aussi dans les villes, et les politiques qu'ils mènent. En fait, c'est ça qui est grave, c'est qu'il n'y a pas de responsabilité politique par rapport aux citoyens et citoyennes, par rapport aux paysans et paysannes. Donc c'est ça qu'on demande, c'est en fait un réveil et qu'ils arrêtent d'être en allégeance avec la FNSEA et l'agro-industrie, parce que c'est ça aussi qu'on dénonce. On a vu la ministre de l'Agriculture venir serrer la main et dérouler le tapis rouge à la FNSEA pendant le vote à l'Assemblée le 26 mai, c'est inadmissible en fait. C'est une pression sur le débat parlementaire et c'est un affichage clair de soutien à un syndicat majoritaire qui défend les intérêts de l'agro-industrie et d'une minorité d'agriculteurs et d'agricultrices. Vous avez parlé des enjeux environnementaux, il y a notamment les mégabassines aussi, vous dénoncez aussi le fait que ça les défend, vous pouvez nous en parler un peu? Ouais, nous en fait en tant que paysannes et paysans, on a besoin de l'eau, tous, pour faire du maraîchage, pour faire de l'arboriculture, pour abreuver nos troupeaux. On a besoin d'irriguer, on a besoin d'eau, mais en fait c'est un commun l'eau. Là actuellement on vit une canicule hallucinante, on a vraiment peur pour l'été à venir. C'est dans nos tripes, c'est dans notre ventre en fait le malaise, parce qu'on sait à quel point c'est précieux. Mais en fait, laisser accaparer la ressource en eau par une toute petite minorité, il faut savoir qu'il n'y a que 7% des surfaces françaises qui sont irriguées. Et en fait, on ne peut pas laisser la mainmise d'une minorité et piller en fait un bien aussi précieux qu'est l'eau. Du coup, pour nous, cet article de loi, il est aussi complètement à bannir. Il y a aussi toute une mesure pour mettre à mal les zones humides. Pour nous, les zones humides, c'est prouvé. Tous les scientifiques sont de notre côté et disent les zones humides, c'est des zones tampons, c'est des zones réserves. On en a besoin en fait. Et mettre à mal les zones humides, c'est aussi une hérésie. Du coup, en fait, nous, ce texte de loi, pour nous, c'est du populisme pur. En fait, on est en train de vivre réellement un virage trumpiste ici aussi en France. Et pour nous, en fait, le raccourci populiste, il n'est pas possible, quoi. Nous, Confédération Paysanne, pas du tout. On ne l'est pas du tout. Je rappelle quand même les annonces du président de l'agriculture au salon de l'agriculture où il disait qu'il fallait un prix minimum garanti. On attend toujours des règles, des lois pour la régulation et la répartition de la valeur entre l'amont et l'aval. On attend toujours. On attend toujours des mesures très concrètes pour maintenir le nombre des paysans dans les campagnes et pour assurer un revenu digne aux paysans et paysannes. Enfin, c'est certainement pas en ayant des lois qui vont à l'encontre de l'intérêt général qu'on va assurer aux paysans et aux paysannes un revenu et une capacité à transmettre leur ferme. Enfin, c'est ça qu'on attend, nous. C'est comment on fait pour demain transmettre nos fermes. Il y a quand même un grand nombre de paysans qui arrêtent leur métier et on ne sait toujours pas comment on va renouveler les générations. Donc, ils sont où les réponses à ça? En tout cas, c'est clair que pour nous, cette loi, elle a été pensée par et pour l'agro-industrie. Et le gouvernement, il est caution de ça, en fait. C'est ça sa réponse aux paysans et aux paysannes. C'est une loi mortifère pour tous. Est-ce que vous vous attendez à beaucoup de monde demain pour le rassemblement? Bah nous on espère mobiliser au maximum. On a appelé tous les paysans et les paysannes à venir nous rejoindre à Paris. Ils seront aussi mobilisés dans les territoires, dans les régions.
en même temps, parce qu'on sait que c'est l'intention de la loi et donne une vision de l'agriculture, d'un changement de société qu'on ne veut pas, que personne ne veut. Donc c'est encore une fois, c'est très rétrograde et c'est mortifère en fait. Au-delà du vote de la loi, ce qu'il faut comprendre, c'est l'intention politique qu'il y a derrière. La concentration de des fermes, la disparition des paysans et des paysannes dans les campagnes et la fin d'une agriculture telle qu'on la connaît aujourd'hui. Là, on va vers une agriculture de firme, une agriculture qui a une vocation exportatrice et c'est tout. Et c'est pas de ça qu'on a besoin pour assurer une alimentation de qualité. On a besoin des agriculteurs partout sur le territoire, une alimentation relocalisée et un métier qui a du sens. Vous pensez donc que le rassemblement de demain il va dépasser le cadre de la Confédération paysanne, il va y avoir d'autres agriculteurs qui ne sont pas forcément dans votre camp mais qui peuvent venir En fait, ce matin par exemple, il y avait une grosse mobilisation au Puy-en-Velay en Haute-Loire, dans le fief de Duplon, avec son grand ami Laurent Wauquiez. Ce matin, il y avait plus de 1000 paysannes et paysans avec les organisations amies qui étaient au Puy-en-Velay pour crier leur colère. Il y a une mobilisation dans la Drôme aussi aujourd'hui. En fait, depuis un mois, on se mobilise partout. Après, on est paysannes et paysans, hein. On travaille sur nos fermes, c'est la période des foins, c'est la période, le plein boulot dans les fermes maraîchères et enfin, dans tous les corps agricoles. Du coup, c'est compliqué pour nous de venir à Paris, hein. C'est pas une démarche facile. Aujourd'hui, il va y avoir du monde. Il y a le banquet paysan demain prévu qui donne vraiment la parole aux organisations paysannes qui sont contre, parce qu'il y a aussi des apiculteurs. Il y a aussi des paysannes et des paysans d'autres organisations qui sont contre cette loi. Je pense qu'après, les adhérents à FNSEA, il y en a plein qui ne veulent pas retourner la veste, mais qui n'en pensent pas moins. Donc on peut avoir un gros rassemblement demain quand même, vous pensez? Ouais. On espère. Moi j'ai un message à la ministre de l'Agriculture, on l'a invité à venir au banquet demain, on l'invite toujours à venir au banquet. Et quel compte le nombre de paysans qui se mobilisent contre la loi du plomb, partout ici à Paris, mais partout en France. Vis-à-vis de ce qui s'est passé devant l'Assemblée nationale, où il y avait une centaine d'agriculteurs, de betteraviers principalement. Et en fait, personne ne veut de cette loi, personne ne veut du retour des pesticides toxiques. Donc c'est ça qu'il faut qu'elle compte dans les rapports de force, parce qu'il y en a assez aussi de cette connivence gouvernement FNSEA, où tout se dirige entre deux, où ils orientent l'agriculture vers un modèle toujours plus productiviste. Donc elle compte bien les mobilisations et qui dit qui est pour et qui est contre la loi du plomb. Parce que les pesticides sont toxiques pour les agriculteurs eux-mêmes. Et bien sûr, on est les premières victimes. Il y a des maladies de Parkinson, c'est prouvé. Il y a des corrélations avec le cancer, c'est prouvé. Et nous, on est les premières victimes puisqu'on est les premiers au contact de ces produits toxiques. Les agriculteurs, ils n'ont pas envie d'utiliser des produits toxiques. Les agriculteurs, ils ont envie de gagner correctement leur vie avec un revenu décent, digne, avec un prix qui couvre carrément l'ensemble des coûts de production. C'est ça la vérité. Jusqu'où vous êtes prêts à aller avec la mobilisation? On sait que c'est pas évident de venir, de se déplacer, vous voulez dire. Est-ce qu'on peut s'attendre à des blocages? Les dernières fois, En fait, la dernière fois, il y avait tous syndicats confondus et le rapport de force FNSEA, coordination rurale, a une façon de faire que nous, on n'a pas forcément. Nous, la lutte, la désobéissance civile, il y a eu des actions pour justement BASF à Lyon cette semaine. Ils sont rentrés dans les locaux de BASF et ont trouvé des pesticides interdits depuis des années qui sont stockés actuellement en France alors que c'est interdit par la loi. En fait, ces actions-là, pour nous, elles font sens parce que c'est aussi montrer ce qui se passe, la réalité des choses. Les pesticides interdits ne devraient pas être stockés en France. Et encore moins produits, ni acheminés ou quoi que ce soit. C'est des actions aussi que nous, on trouve qui ont du sens. La désobéissance civile, ça fait partie de l'ADN de la Confédération paysanne. Alors demain, il y a la mobilisation, mais c'est une petite partie de l'iceberg de toutes les mobilisations qui ont eu lieu et qui vont avoir lieu. De toute façon, on est sur le pont, on restera mobilisés, quoi qu'il en soit, même si demain, au Sénat, la loi va pas dans notre sens. C'est ça qu'il faut dire, c'est qu'au-delà du vote de la CMP, la lutte paysanne continue, parce qu'il n'y a pas d'autre choix que de se battre pour maintenir une agriculture paysanne dans tous les territoires. On ne laissera pas l'agriculture à l'agro-industrie, c'est pas possible. C'est une question pour nous de vie, quoi, et de subsistance et aussi de société. Encore une fois, c'est un tournant, c'est une vision sociétale que nous on veut avec des paysans les plus nombreux possibles dans les campagnes. Voilà, on n'a pas envie qu'il y ait un producteur de lait par département et qu'il soit juste au service d'une usine et au service de l'agro-industrie. On veut des paysans nombreux dans les campagnes
est très en lien avec la société, très en lien avec les consommateurs. C'est ça le besoin d'une agriculture française. À un moment donné, le mensonge fait partie de leur stratégie. C'est un déni scientifique. Oui, ah bah complètement, tous les scientifiques vont dans notre sens. Hein, c'est une stratégie, de déni, de dénier en fait la vérité scientifique. C'est une stratégie du tabac, c'est une stratégie de toutes les agro-industries, de tous les lobbies en fait des puissants. À chaque fois on fait croire que ah oui mais il y a des contre-études et tout. Mais non, il y a un focus de l'ensemble des scientifiques sérieux qui vont dans le sens de dire que oui les pesticides ils sont responsables de cancer, oui les pesticides ils sont responsables de Parkinson, oui les pesticides tuent les abeilles. Enfin on peut pas nier aujourd'hui en 2025 que c'est pas une vérité. Enfin, ça paraît tellement gros, tellement grossier que voilà, pour nous, c'est pas un argument en tout cas pour réautoriser les néonicotinoïdes. Et vous attendez quoi demain? Parce que demain il va dans la CPM là. La CPMP, voilà. Donc, CMP. Vous attendez quoi? Non, le Sénat, on sait très bien de quel côté il penche, hein. On n'est pas très optimiste du tout. Mais en fait, c'est pas parce qu'on n'est pas optimiste qu'on ne doit pas continuer à l'ouvrir et à dire ce qu'on pense et à prôner les vraies solutions que nous on porte depuis des années. Il y a quand même on appelle à la responsabilité des élus, des parlementaires. Au-delà de ce qu'ils peuvent interroger dans la loi, il y a quand même une responsabilité vis-à-vis de la société, vis-à-vis des citoyens. Ils doivent voter, regarder la loi à partir de ce prisme-là. C'est ça leur responsabilité. Pas juste les enjeux politiques. Je me soumets à telle ligne politique de mon parti. Non, c'est quelle responsabilité moi j'ai en tant qu'élu vis-à-vis des citoyens. Et je pense que la réponse elle est claire. Là, on va l'entendre, hein. Il va y avoir des organisations, des associations de victimes de cancer liés aux pesticides, ils ont les chiffres. Enfin, on a toute la matière. Ça fait déjà bien longtemps qu'on a déjà tout. Et c'est vrai, ça contamine l'eau, c'est vrai, j'ai entendu parler de la contamination d'eau. Ouais. Comment en fait? Non, non, je sais pas, vous n'avez pas des acheminements, comment ça marche? Non, mais là, je pense qu'il faut que vous alliez. Je pense que vous aurez toutes les infos. Ah oui, il y a il y a Stop Pesticides, enfin, il y a plein d'organisations. Merci beaucoup, bonne journée, merci. Mais moi, quand je vous écoute, en fait, je me dis que ce qui manque, c'est la bifurcation écologique. Parce qu'en fait, quand vous dites qu'il faut maintenir les paysans, il faut développer la paysannerie, il faut plus d'agriculteurs, plus de mains. En fait, la bifurcation écologique, on est tous prêts à la faire. Enfin, nous, on l'a déjà faite. Mais on est tous, même les agriculteurs qui sont piégés, ils sont prêts à la faire. Sauf que quand on n'a pas de revenus, quand réellement on ne peut pas s'en sortir, il faut qu'il y ait des aides. Il faut que ce soit accompagné. Non, mais un vrai accompagnement, pas juste de la mesurette, parce que en fait, le greenwashing, on le subit depuis des années. Le problème, c'est que le gouvernement, lui, il n'est pas parti pour faire la bifurcation écologique avec un accompagnement sérieux. C'est la volonté politique, quoi. C'est la volonté politique. D'accord. Merci. L'exploitation, les agriculteurs n'ont pas le droit de flancher, car vivre de sa passion, paraît que ça n'a pas de plancher. Phyto, le cancer au cerveau. Phyto, pas de parano, faisons confiance à Monsanto. Phyto, trop de mépris, de profit chez ceux qui cultivent la misère, qui sèment le seum, récoltent des paysans pénères. Moins de Roundup dans la terre, moins de Roundup. Voilà, je suis Franck Alétru, président du syndicat national d'apiculture et vice-président des apiculteurs professionnels d'Europe. Je suis installé en Vendée, j'ai plusieurs centaines de ruches et je suis apiculteur professionnel depuis plus de 40 ans. D'accord. J'ai bien connu le problème des néonicotinoïdes dès le départ, dans les années 90, puisque j'ai fait partie des lanceurs d'alerte dès le départ. Donc ce dossier néonicotinoïde, on le connaît particulièrement bien, hélas, au niveau de l'apiculture. On a été victime pendant des années et aujourd'hui voir le retour possible des néonicotinoïdes nous paraît vraiment insensé et on s'inquiète. On s'inquiète beaucoup parce que dans un état de droit, on devrait s'appuyer sur la science. Et la science aujourd'hui, elle est capable de tout démontrer depuis des années. Toxicité pour l'être humain, pour les abeilles bien sûr, la santé humaine, la qualité de l'eau, la qualité du sol et bien évidemment tout un tas de problèmes neurologiques. On ne comprend absolument pas que l'État ne tienne pas compte de ces données scientifiques qui sont vérifiées maintes et maintes fois. C'est un véritable recul en matière de santé et en matière de protection de l'environnement qui est inadmissible. D'accord. Et vous avez noté une particulière hausse de la mortalité des abeilles dans votre exploitation, dans vos ruchers, au cours des 40 dernières années? Alors, pendant toute la période où il y a eu les néonicotinoïdes autorisés, on avait ces problèmes récurrents.
chaque année, en période de floraison, des cultures traitées avec ces produits. Ensuite, ils ont été interdits pendant toute une période. Pendant cette période-là, bien évidemment, les abeilles ont été mieux et vont mieux. Donc, ce qui est inquiétant, c'est d'envisager le retour de ces produits qui ont des effets pervers extrêmement puissants, des faibles doses, très faibles doses, qui perturbent l'orientation des abeilles et bien d'autres fonctionnements et qui affaiblit terriblement les colonies au point de les faire mourir pendant l'hiver. Est-ce que vous envisagez éventuellement d'arriver à un point où vous ne pourriez plus faire marcher votre boutique de façon économique? C'est-à-dire, est-ce qu'il n'y aurait pas un moment où l'effondrement serait tel que ce serait plus rentable pour vous? Alors effectivement, pendant les années 98 jusqu'à 2005, la rentabilité des exploitations était totalement affectée, sitôt qu'on se trouvait dans des secteurs où ce type de produit était utilisé. Beaucoup d'entreprises apicoles ont dû arrêter. Il y a eu un effondrement à cette période-là. Pour s'en sortir, il fallait déplacer les ruches et les mettre ailleurs. On ne veut voir nager du plomb dans une méga-bassine de glyphosate. Voici là le même aplomb avec un cancer de la prostate. Bonjour à toutes et tous, merci beaucoup pour votre présence et votre mobilisation aujourd'hui malgré la chaleur. Ça nous fait extrêmement chaud au cœur de voir toutes ces personnes qui se mobilisent contre ce texte de loi. Je veux juste rappeler quelques éléments introductifs avant de faire intervenir tout un tas de personnes, de paysans, de paysannes, de scientifiques, de collectifs de victimes de pesticides, de collectifs de cancer. Toutes ces personnes vont intervenir et vous expliquer pourquoi elles s'opposent fermement à ce texte et à cette loi du plomb, ainsi que des associations environnementales. Mais juste pour rappeler très brièvement le calendrier parlementaire, c'est le début de la dernière ligne droite de ce texte extrêmement toxique. Donc demain, la commission mixte paritaire se réunit pour commencer à négocier des derniers petits détails de ce texte et de est-ce qu'ils vont garder les éléments les plus toxiques des plus toxiques ou est-ce qu'ils vont empirer les choses. Pourquoi on en est à cette commission mixte paritaire? Je rappelle pour tout le monde qu'il y a eu une motion de rejet qui a été votée à l'Assemblée nationale il y a quelques semaines et qui a sauté l'étape de l'Assemblée nationale. Donc aujourd'hui on a des députés qui sont élus pour représenter les gens et qui n'ont même pas pu débattre de ce texte et ça nous a retiré à nous, citoyens, citoyennes, associations, une semaine entière de débat public pour alerter sur les dangers de ce texte. Dommage pour Monsieur Duplon et sa clique, ça nous a motivés encore plus à se battre contre ce texte, ça nous a réveillés encore plus à nous mobiliser contre ce texte et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Je voudrais aussi rappeler qu'on n'est pas seul, on n'est pas mobilisé que à Paris, et j'ai pas mes chiffres, attendez. On n'est pas mobilisé que à Paris aujourd'hui, il y a des mobilisations partout en France. Ça a fait suite à un appel national qui a été publié dans un média, dans Libération, qui a été signé par une centaine d'organisations nationales et locales, à la fois des organisations paysannes, des associations de santé et de victimes de pesticides, aussi des syndicats. On remercie grandement les syndicats de nous avoir soutenus dans cette bataille. Et suite à ça, aujourd'hui, on a exactement plus de 50 mobilisations partout en France. Et je tiens quand même à dire que c'est absolument pas que dans des grandes villes, contrairement à ce qu'on veut nous faire croire. Hein. Il y a beaucoup de petites communes qui sont mobilisées. Je vais citer quelques communes, quelques noms comme ça, mais ce ne sera pas représentatif de tout. Mon micro? C'est bon. Ah d'accord, ok. Eh ben merci. Je disais qu'on était sur une mobilisation nationale. Et je pense qu'on peut s'applaudir très fort pour ça. Ok, merci. On est sur une centaine de villes mobilisées en tout, en amont et cumulées sur aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a 50 mobilisations partout en France. On n'est absolument pas que sur des grandes villes. Je vais citer quelques noms pour faire honneur à toute cette mobilisation. Puy-en-Velay, Creil, Cherbourg en Cotentin, Strasbourg, Lyon, Saint-Étienne, Die, dans la Drôme, Avignon, etc., etc. Donc, on est extrêmement nombreux aujourd'hui pour s'opposer à ce texte. Et on vous remercie pour ça. Et donc, je vais appeler les associations, les organisations paysannes à me rejoindre sur scène pour prendre la parole. Je vais appeler la Confédération paysanne, l'UNAF, s'il vous plaît, et la FNAB. Ouais, applaudissez-les bien fort parce que il n'y a pas que la FNSEA, hein. Bon,
Merci à tous d'être là, d'être présents avec nous, les paysans, les paysannes, les orgas d'environnement, etc. Pour dire que non, on ne veut pas de cette loi du plomb. Non, nous les paysans et les paysannes, on n'est pas derrière cette loi du plomb. C'est une loi mortifère pour nous les paysans et les paysannes, c'est une loi mortifère pour les citoyens, c'est une loi mortifère pour l'environnement. Donc oui, on va le répéter, on va le marteler avec la Confédération paysanne partout dans les territoires, qu'on ne veut pas de cette loi du plomb. C'est un mensonge de dire que le monde agricole est derrière cette loi. D'ailleurs, il y a 85% des paysans et des paysannes qui l'ont dit, qui le disent, qui sont favorables à la transition agroécologique. Donc partout depuis des semaines, la Confédération martèle sa détermination à rejeter ce texte qui ne répond en rien aux problèmes et aux difficultés du monde agricole. La PPL ne répond en rien au renouvellement des générations, rien sur le revenu, pas aux difficultés et aux problématiques climatiques, rien sur la perte de biodiversité. Cette loi, on le sait, elle a été pensée par et pour l'agro-industrie et elle n'a qu'une seule intention, c'est de concentrer les fermes et faire disparaître les paysans et les paysannes pour plus de compétitivité. C'est la seule intention qu'elle a, cette loi. C'est d'ailleurs Laurent Duplomb qui en parle le mieux et à chaque fois il le répète, oui on veut plus de compétitivité et donc il faut faire disparaître les fermes. Parmi les articles rétrogrades, l'article 3 qui propose un allègement de la réglementation pour favoriser l'intensification des fermes de production animale industrielle. C'est contraire à l'intérêt général, la volonté des paysans et des paysannes, des citoyens et des citoyennes, la nécessité de la transition agroécologique. Nous, à la Confédération paysanne, on porte une ambition d'un élevage paysan qui prend en compte le cycle du vivant, un élevage paysan qui se caractérise par une volonté politique de s'émanciper du carcan capitaliste qui impose un rapport désincarné aux humains, aux animaux et aux territoires. Nous revendiquons un élevage à taille humaine, nécessaire à l'agriculture, à la société, à l'inverse de la vision des productions animales industrielles. La loi du plomb est l'expression d'un projet de la FNSEA pensé par eux et pour eux. Et c'est un projet de longue date, on le sait depuis plusieurs années, ils bataillent sur les lois de compétitivité. Et la loi du plomb, elle s'inscrit dans ce processus. Nous dénonçons la cogestion FNSEA gouvernement, cheville ouvrière de cette loi. On dénonce aussi l'attitude de la ministre de l'Agriculture qui, au moment du vote de la loi, le 26 mai, est venue dérouler le tapis rouge devant l'Assemblée nationale à la FNSEA et aux producteurs de betteraves. Aujourd'hui, elle est en soutien à la filière noisette et en soutien à Ferrero. Donc c'est des manœuvres assez grossières pour mettre la pression au débat parlementaire et on souhaite collectivement le dénoncer, ces manœuvres-là. Avec cette loi, le gouvernement et la FNSEA assument cyniquement la nécessité de faire disparaître une partie des paysans. Ils assument que dans quelques années, on passe de 400 000 fermes à 230 000 paysans et paysannes. Ils assument cette disparition, ils assument cette loi mortifère pour nous, paysans et paysannes. Donc on le dit haut et fort, après la CMP, quel que soit le résultat, la lutte des paysans et des paysannes continuera pour ne pas laisser l'agriculture à l'agro-industrie. Il n'y a pas que l'article sur l'ICPE, sur le relèvement du seuil ICPE, il y a aussi l'article 5 sur la généralisation et la facilitation des méga-bassines qui pose vraiment problème. Parce que nous, en tant que paysannes et paysans, on a besoin d'eau pour arroser, irriguer, abreuver. Mais l'eau est un commun. On doit prioriser pour le maraîchage, l'arboriculture, les troupeaux. Quand on travaille avec le vivant, quand on dépend des cycles, on dépend du temps, on sait que dans nos tripes, en fait, l'eau est un bien trop précieux. Et là, on le voit aujourd'hui avec la canicule qui nous accable sur nos fermes. On ne peut pas laisser une minorité s'accaparer de l'eau. Il faut rappeler que quand même, il n'y a que 7% des surfaces en France qui sont irriguées. Et puis, il y a le problème de la destruction des zones humides. Parce que les zones humides, elles servent de tampons, d'éponges, de réserve. Et quand on fait face à un désastre écologique et climatique, aux tempêtes, aux inondations, aux sécheresses qu'on vit année après année, qui deviennent de plus en plus folles, eh ben,
on se rend compte que nous, paysannes et paysans, on est les premiers à s'en prendre plein les dents. Et du coup, cet article de loi-là, on n'en veut pas. Il y a aussi, bien sûr, et ça tout le monde le sait, l'article sur le retour de l'acétamipride, qui est quand même pesticide tueur d'abeilles, même à faible dose, hyper dangereux pour la santé, et on va laisser tout à l'heure les associations qui ici présentes qui en parleront mieux que nous. Mais il faut quand même rappeler que les agriculteurs et agricultrices qui utilisent les pesticides sont les premières victimes. La France est un des pays d'Europe les plus gros utilisateurs des pesticides. Et il faut qu'on arrête de se cacher derrière l'argument des règles européennes et de la concurrence. En fait, on a mis en place en 2018 un plan éco-phyto dont l'objectif était de réduire de 50% les pesticides, l'usage des pesticides, et pourtant c'est un véritable échec. On a perdu 500 millions d'euros dépensés pour rien, vraiment pour rien, parce que là, en fait, les pesticides, l'usage des pesticides a augmenté, alors que cet argent, en fait, il aurait pu être utilisé vraiment pour accompagner la transition agroécologique des fermes. En fait, la FNSEA, après avoir pris une claque aux dernières élections professionnelles, elle ne veut pas perdre la face. Elle tente le passage en force avec cette loi et elle continue de matraquer sa propagande en faisant croire que ces mesures vont lever les contraintes au métier d'agriculteur. Mais en fait, on n'est pas dupes. Hein. Dans les campagnes, on n'est pas dupes. Dans nos fermes, on n'est pas dupes. Cette loi du plomb, elle ne répond en rien à la colère paysanne. En fait, c'est d'un revenu digne dont nous avons toutes et tous besoin et de prix minimum d'entrée. C'est ça, les vrais besoins du monde paysan. On ne veut pas non plus que les agriculteurs victimes de ce modèle ne disparaissent à leur tour, de cancer, de banqueroute économique, au bout d'une corde. Nous exhortons les pouvoirs publics à avoir le courage de poser des actes forts et d'accompagner ces fermes, les betteraviers, les producteurs de noisettes en l'occurrence, pour tirer en fait tout le monde vers le haut, pour les sortir de ce marasme, de l'impasse, en faisant en sorte de changer de système. Parce que nous avons des solutions. Nous avons des solutions. On a des alternatives techniques. Il y en a encore à créer, à tester. Mais on a surtout des choix de production à faire. L'agriculture paysanne, le projet agricole de la Confédération paysanne, c'est pour nous la solution. La souveraineté alimentaire, la vraie, pas celle de Marc Fesneau. Celle qui a été pensée, qui a été défendue par la Via Campesina, dont nous sommes membres, avec 200 millions d'autres travailleurs et travailleuses de la terre. Cette souveraineté alimentaire-là, c'est de redonner le pouvoir au peuple de décider des choix agricoles et alimentaires qu'il souhaite. Aujourd'hui, ce sont les lobbies de l'agro-industrie et de l'agrochimie, de la financiarisation du vivant, qui sont aux manettes avec la complicité de la FNSEA et du gouvernement. En fait, l'intérêt commun ne pèse rien. On l'a vu, la démocratie est bafouée en permanence actuellement à l'Assemblée nationale. On assiste à une trumpisation de la société. Le populisme est devenu la norme. On polarise, on raccourcit, on diabolise. Et franchement, on se demande comment ça se fait, comment c'est possible qu'un tel système soit encore debout. Et pour nous, la solution, elle est là aujourd'hui, elle est place des Invalides, elle est dans la rue, elle est dans la convergence des mouvements de la base, dans la construction collective d'un projet commun. Dans tout le réseau, on l'a dit tout à l'heure, dans tout le réseau, dans tous les départements, les régions, les paysannes et paysans de la Confédération paysanne, avec l'appui indispensable des organisations alliées, se sont mobilisés depuis plus d'1 mois. Ce matin, ça a été cité, il y a les camarades là, des milliers, ils étaient plus d'1 millier de paysannes et paysans qui exprimaient leur colère au Puy-en-Velay, le Puy-en-Velay qui est le fief de Duplon, avec son grand ami Laurent Wauquiez. En fait, on va rien lâcher. Et là, comme on est à Paris, il y a de la jeunesse. Je vais citer Kenny Arcana qui dit « Crions-leur qu'on est le monde, et le peuple finira par vaincre, qu'ils ont le chiffre, on a le nombre, et que leur rue nous appartient. » Merci. Merci beaucoup les collègues. Moi-même, je suis aussi paysan, producteur bio. Et aujourd'hui, la FNAB devait vraiment être parmi vous. La FNAB, la Fédération Nationale des Agriculteurs Bio, on est 60 000 producteurs aujourd'hui. On couvre 10% de la surface. Donc, une autre agriculture est possible. Une autre agriculture est possible. Et je ne sais pas s'il y a des personnes qui ont écrit ce cahier des charges en 1985 et qui avaient déjà tout compris. C'est-à-dire une agriculture sans pesticides, une agriculture
sans engrais azoté synthèse. Le petit dernier qui vient d'arriver, une agriculture sans phosphate, avec le cadmium qui donne des cancers du pancréas. Une agriculture qui protège le vivant. Ça avait été pensé en 85 et on en a sorti, je l'ai vu tout à l'heure là-bas, le logo AB. On vient de fêter les 40 ans du logo AB en 2025. J'avais presque envie de vous dire que ce rassemblement, je me disais, mais c'est la fête de la bio et ça y est, on y est à 100%. Eh bien non, on n'y est toujours pas, on n'est qu'à 10%. Et ça, c'est vraiment une problématique. Et moi, je suis complètement d'accord avec vous, les collègues. Cette loi du plomb, elle vient accélérer, elle vient mettre encore cette agriculture qu'il faut vraiment qu'on arrête. Moi, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que on entend souvent les politiques ou nos collègues de la profession agricole, on va les appeler comme ça, qui n'arrêtent pas de nous dire il ne faut pas opposer les façons de produire en agricole. Ça veut dire quoi, sous-entendu? C'est qu'il y a deux façons de produire. Il y a une façon de produire conventionnelle, avec des pesticides, avec des engrais, et il y a une façon de produire pour protéger le vivant. Et là, il faut vraiment qu'on m'explique que cette loi-là, en fait, elle vient encore défendre cette agriculture qu'il faut vraiment mettre de côté et qu'il faut aller vers cette transition agricole. Ce que je voulais vous dire aussi, et ça c'est peut-être le début de l'année 2025 qui a quand même mal démarré aussi pour nous les bio, avec cette volonté de détruire l'agence bio en lui coupant les financements, alors que l'agence bio regroupe toutes les familles de la profession pour développer la bio, et on vient nous dire, et on comprend, il y a des raisons budgétaires, mais pourquoi venir attaquer l'agence bio alors que c'est l'agriculture de demain qu'on est en train de défendre? Vous dire aussi que la PAC, vous n'avez pas parlé les collègues, mais la PAC aujourd'hui c'est quand même beaucoup d'argent qui arrive sur la ferme France. La dernière PAC c'était 5% d'argent qui était fléché sur l'agriculture biologique. Cette PAC c'est moins de 1%. Donc il faut vraiment qu'on réagisse aussi pour continuer à se battre pour cette agriculture-là. Et puis, je terminerai par deux choses. Déjà, terminer par la mauvaise nouvelle, parce que je fais encore une autre mauvaise nouvelle, où la France est quand même était le premier pays à avoir des surfaces en bio, et avec cette politique, on est en train de passer deuxième. C'est complètement incohérent. Donc il faut vraiment que vous nous aidiez à aller voir les politiques et à orienter les financements pour cette agriculture qui protège le vivant. Et je terminerai par cette agriculture que moi je fais depuis 40 ans, enfin 35 ans, où aujourd'hui, j'ai envie de vous dire et le faire savoir, on peut produire en bio. On arrive sur certaines productions à faire les mêmes rendements bio, tout en protégeant la qualité de l'eau. Nous sommes des producteurs d'eau potable, tout en préservant la nature. Nous sommes des producteurs de biodiversité, tout en préservant l'air et les sols. Nous sommes des producteurs de sols fertiles. Donc oui, la bio nourrit, oui, la bio protège, oui, la bio répare. Merci. Bonjour à toutes et tous, donc Vincent de l'Union nationale de l'apiculture française. L'Union nationale de l'apiculture française représente 20 000 apicultrices et apiculteurs dans toute la France. Et ce syndicat a toujours été en première ligne dans les luttes contre les pesticides. Déjà dans les années 50 et 60, nous opposions au DDT, qui a finalement été interdit en 1971. Puis sont venus les néonicotinoïdes, le régent, le gaucho, qui ont détruit des milliers de ruches. Ces abeilles qui depuis des millions d'années, des dizaines de millions d'années, savent rentrer chez elles, dans leur essaim, dans leur ruche, tout d'un coup étaient désorientées par ce neurotoxique qui les a éliminés par millions. Nous avons eu 20 ans de lutte pour obtenir enfin, en 2018, l'interdiction des néonicotinoïdes. Et voilà, 10 ans d'interdiction qui risquent d'être balayés en quelques mois suite à ce pressing, ce lobbying, cette menace permanente de la FNSEA sur les parlementaires. Aujourd'hui, ce que nous voulons vous dire, c'est que nous serons là quand les apiculteurs ont été les premiers à descendre dans la rue, quand ils ont emmuré avec des ruches la permanence du plomb au Puy-en-Velay. Nous étions les premiers dans la rue car nous connaissons les dangers des néonicotinoïdes. Donc ce retour de ces pesticides tueurs d'abeilles, car ils sont des neurotoxiques, qui évidemment touchent aussi tous les autres pollinisateurs, qui touchent aussi les mammifères qui mangent les insectes, qui touchent tout le vivant, est vraiment une honte, un retour en arrière que nous ne pouvons pas accepter.
Comme ça a été dit, les apiculteurs sont dans les manifestations aujourd'hui, plus de 100 événements et déjà des dizaines qui ont eu lieu. Il y a 30 000 signataires sur une pétition qui a été lancée par l'UNAF. Et nous aurons également de nombreuses interventions auprès des députés. Ceux qui savent à quel point le lobbying de l'agrochimie, de ces firmes, Syngenta, BASF, Bayer, est tellement puissant auprès des sénateurs notamment. Nous avons à nous opposer. Et c'est scandaleux que l'Assemblée nationale n'ait pas pu discuter ce texte. Aujourd'hui, l'apiculture française, c'est 100 millions de chiffre d'affaires. C'est une production qui va vers un produit 100% naturel, sans compter la gelée royale, la propolis, le pollen. C'est aussi 5 milliards de services de pollinisation pour l'agriculture française. Nous le savons bien, les abeilles, les pollinisateurs rendent possible de transformer les fleurs en légumes et en fruits. Et tout ça est balayé par l'agrochimie qui ne veut que vendre toujours plus de produits, d'engrais à des agriculteurs qui sont déboussolés par ce pressing qui se joue aussi dans les lycées agricoles. Aujourd'hui, comment peut-on imaginer que le gouvernement veuille sacrifier une filière qui est locale, qui est durable, qui est bénéfique pour la France, pour la santé, au profit d'une filière bien moins utile à la souveraineté alimentation et aux écosystèmes. Les Laurent Duplon, les Franck Ménonville, les Julien Dive, les ministres et les pantins de la FNSEA au CNA comme à l'Assemblée nationale sont prêts à sacrifier des productrices et des producteurs de miel qui proposent un produit naturel que l'on vend entre 10 et 30 euros le kilo. Au contraire, ils veulent garantir les marges de quelques producteurs de betteraves sucrières vendus 40 euros la tonne pour produire du sucre raffiné, nuisible à la santé et seulement utile pour l'agrochimie. Et que va faire la ministre de l'Agriculture demain? Devinez, elle sera réunie avec la multinationale Ferrero, Nutella, Kinder pour parler de la filière noisette. On a voulu nous faire pleurer dans les chaumières sur la filière noisette. Le problème, c'est qu'elle est d'abord un instrument de Ferrero. Alors, cette ministre, Annie Genevard, c'est la ministre de l'Agriculture ou la ministre de la Junk Food? Mais nous ne laisserons pas faire tant cette loi est un retour en arrière. Et si cette loi est votée et promulguée, nous irons en justice. Et cette fois, la jurisprudence est avec nous. Plusieurs décisions de tribunaux ont récemment rappelé que les néonicotinoïdes doivent rester interdits. Les études scientifiques sont sans appel. L'acétamipride et les autres molécules de cette famille sont dangereuses pour le vivant, animaux, insectes et humains. Comptez sur nous pour être devant les tribunaux. Pour l'apiculture française, pour la biodiversité, non à la loi du plomb. Bonjour à tous, je m'appelle Cécile Taureau, je suis exploitante agricole en arboriculture et produit du safran dans le 64 en Nouvelle-Aquitaine. Je fais partie d'un réseau des CIVAM, c'est un réseau qui installe et qui aide les paysans à se former. Voilà, c'est un organisme de formation. Et j'aimerais qu'on arrête ça, parce que je ne sais pas si vous vous rappelez, mais parce que tous on a presque arrêté de fumer, sur les paquets de tabac il y avait marqué des choses horribles avec des dessins abominaux. Votre fumée est dangereuse pour vos enfants, votre famille et vos amis. Moi j'aimerais bien que ça ne soit pas demain sur les bouteilles d'eau, votre eau est dangereuse pour vos enfants, pour votre famille et vos amis. Parce que c'est en route. Hein. Alors, le texte de M. Duplon, donc je parle au nom des gens du CIVAM, hein, des exploitants et des exploitrices de paysans de France. Pas tous, hein, bien sûr, ceux qui adhèrent au CIVAM. Le texte de M. Duplon est un leurre. Il prétend aider les agriculteurs. En fait, il les enfonce. C'est une loi au service de la cupidité. C'est une loi en faveur du poison pour de la spéculation. Ça n'a rien à voir avec des préoccupations des professionnels de l'agriculture que nous sommes. Ceux qui connaissent leur terroir, ceux qui y sont attachés, ceux qui veulent le transmettre, c'est ce qu'on fait au CIVAM, à la FNAB, à la Conf. Eh bien, c'est ça ce qu'on fait nous.
C'est nous qui touchons 7 € en moyenne sur un panier de nourriture, acheté 100 € par nous tous. Vous voyez, 7, 100. Là où les proches de M. Duplon captent la quasi-totalité de l'argent public européen, dont parlait M. de la FNAB, le modèle de M. Duplon a déjà largement, quant à lui, fait ses preuves, comme le disait M. des abeilles. Le modèle que défend M. Duplon et ses amis, c'est des centaines de captages d'eau potable abandonnés pour leur toxicité. Hein, on ne parle pas de pollution, on parle de toxicité. Hein. C'est 36% des oiseaux des champs qui ont disparu, envolés. Bon, voilà. C'est des terres fertiles qui sont érodées jour après jour, qui sont lessivées, qui sont éviscérées, qui sont salies par le profit à court terme. Un peu comme le fond des océans, vous savez, avec les gros bateaux là. Derrière, il n'y a rien. Plus rien. Pour longtemps. Et pendant ce temps-là, il faut quand même savoir qu'il y a 8 millions de Français qui subissent la précarité alimentaire. En plus, ces profits nous coûtent cher. Les profits des amis de M. Dupont et compagnie, hein. C'est 19 milliards d'euros par an pour réparer les dégâts qu'ils provoquent. Comment c'est réparable, hein, parce qu'un cancer, parfois, c'est irréparable. J'en ai dit moins. Voilà, tout ça, c'est 2 fois le budget, rien que de la planification écologique. Alors, sous cet angle, l'agriculture, elle semble être le problème en plus. Hein. D'ailleurs, mon voisin, qui est éleveur de brebis au Pays Basque, il fait du fromage et du lait de brebis, Édouard, il s'appelle. Souvent, on l'entend vociférer, s'énerver, batailler. Il dit qu'il faut faire du bruit, qu'il faudrait un cancer en pédiatrie dans chaque ferme pour qu'on comprenne. Édouard, il sait ce dont il parle, Édouard. Quand il parle d'un cancer pédiatrique sur une ferme. Pour qu'il comprenne. Et moi, à ce moment-là, je lui dis, mais t'as tort, Édouard. Faut pas souhaiter ça. Même pas aux petits-enfants des sénatrices et des sénateurs qui veulent approuver ce texte. Parce que les agriculteurs, les agricultrices, c'est pas le problème. Ce ne sont pas eux le problème. Au contraire, ils sont une grande partie de la solution. Tous ensemble, ensemble. Sous cet angle, l'agriculture, et voilà. Ah oui, parce qu'il faut une autre agriculture. Et cette autre agriculture, eh bien, elle existe déjà. Elle est sur nos fermes, on en a parlé. Elle est dans nos territoires. C'est des femmes et des hommes qui s'installent, malgré les lycées agricoles qui leur bourrent le mou avec des bêtises, qui vont au CIVAM, qui vont voir les copains, qui vont à la FNAP, qui bataillent pour faire se former, pour trouver des solutions. Il y en a. Il n'y a que ça, il n'y a que des solutions. Ils construisent la voie de l'avenir. L'autonomie, l'écologie, la résilience, l'agroforesterie, la polyculture, l'élevage, la relocalisation des filières. Ça fonctionne. On le sait, on le vit, on le fait. Ça nourrit, ça tient. Ce qu'il faut, monsieur Duplon, c'est des lois pour développer ce modèle agricole. Et peu à peu, marginaliser votre modèle agricole, qui n'en est pas un d'ailleurs. Hein, c'est pas un modèle d'ailleurs. J'en étais moi. Et c'est 100, voilà. Voilà, et ben nous disons en avant, hein, pour développer ce modèle agricole, marginaliser l'autre, parce qu'il est temps d'arrêter de faire semblant, il est temps de regarder la crise en face, il est temps de regarder et de soutenir les soignants aussi, ceux qui sont au bout de la chaîne, celles et ceux qui tiennent, qui inventent, qui résistent. Il est temps d'investir dans le vivant, pas dans la casse sociale et l'écologie. Le texte de M. Duplon et ses amis, c'est un contresens historique. Nous, agricultrices, agriculteurs de toute la France, nous appelons à son rejet pur et simple. Juste parce qu'il dit qu'il va attaquer, moi je me posais cette question, je ne suis pas juriste, mais est-ce que c'est juste un texte, le texte de M. Duplon, c'est pas une loi, parce qu'il me semble qu'un texte de loi, ça intervient pour protéger les citoyens et la nation. Je ne crois pas que ce soit le cas avec cette loi, enfin cette proposition. Merci beaucoup, bravo.
On peut applaudir très très fort tous ces paysans et ces paysannes. Merci beaucoup. J'espère que vous allez bien. Je sais qu'il fait très chaud. Je rappelle qu'il y a un stand de boissons tenu par les Soulèvements de la Terre Paris. Merci beaucoup à eux. Donc n'hésitez pas à y aller. Et on va poursuivre avec la partie des victimes de ce système agroalimentaire, parce que ce système, il fait tout un tas de victimes, tout un tas de malades, et on a des personnes qui vont prendre la parole pour ça. J'invite le collectif de soutien aux victimes de pesticides de l'Ouest à me rejoindre, Fleur de Cancer Colère et Xavier du collectif des ouvriers agricoles et leurs ayants droit empoisonnés par le chlordécone et par les pesticides. Merci beaucoup de les applaudir bien bien fort. Et on va démarrer avec Fleur. Je voudrais juste saluer Fleur, parce que Fleur, moi j'étais comme toi il y a 2 ans. Voilà, en soin. C'est super. Bonjour à toutes et tous. Je suis Fleur Breteau, j'ai fondé le collectif Cancer Colère, dont je suis la porte-parole. Nous sommes des malades, ex et futurs malades, réunis pour visibiliser les causes structurelles du cancer. Car le cancer n'est plus une maladie, c'est une épidémie. Ce n'est pas moi qui l'affirme, mais 1200 médecins et chercheurs signataires de la tribune parue dans Le Monde en mars dernier. Une épidémie qui se nourrit des pesticides et des inégalités sociales. Une épidémie dont les causes sont politiques. Merci. En France, les cancers ont doublé depuis 1990 et les prévisions sont alarmantes. On accusait des pratiques individuelles comme le tabac et l'alcool, mais leur consommation est en forte baisse depuis 40 ans. Puis on a accusé le vieillissement de la population. Alors pourquoi le cancer est-il devenu la première cause de mortalité chez les enfants après les accidents? Pourquoi 6 cancers sont en forte progression chez les jeunes de 15 à 39 ans? Pourquoi identifions-nous des foyers de cancer pédiatrique dans toute la France? L'explosion systémique de la maladie a d'autres sources inadmissibles. Depuis janvier, les scandales sanitaires s'accumulent, impliquant les grands industriels. Notre contamination généralisée au cadmium, qui va faire du cancer du pancréas le 2e cancer le plus mortel dès les années 2030. L'hexane, un hydrocarbure présent dans toutes les huiles alimentaires non bio. L'eau potable où qu'elle se trouve contient des perturbateurs endocriniens. Les produits phytosanitaires s'évaporent des eaux de surface pour contaminer les nuages, qui les disséminent lors des fortes pluies sur toute la planète, créant un phénomène d'antibiorésistance. Des maladies deviennent des phénomènes de société partout où l'usage des pesticides s'intensifie. L'endométriose, le cancer du sein, les diabètes, l'ostéoporose, les lymphomes, la perte de fertilité. Les scientifiques sont catégoriques et unanimes. Les pesticides sont un facteur de risque de cancer majeur et avéré et encore sous-estimé. Et ce lien ne peut être remis en cause sauf à céder à la désinformation organisée par les lobbies de l'agro-industrie et le sénateur Laurent Duplon. Alors, Yannick Neuder, ministre chargé de la santé et de l'accès aux soins, a-t-il bondi et pris des mesures de précaution? Qu'a déclaré le Premier ministre sur ces bombes sanitaires? Et le président de la République? Rien, à part qu'ils n'avaient pas de leçons à recevoir sur l'écologie. Leur indifférence est fracassante face à l'épidémie. Pas un mot d'inquiétude de leur bouche. Ils ignorent les 430 000 nouveaux malades et les 160 000 morts du cancer chaque année en France. Ils ignorent les plus modestes premières victimes du cancer. Ils ignorent les enjeux réels du monde paysan. Ils ignorent les alertes de la science et de la médecine qui annoncent un tsunami de cancer qui va déferler sur le pays. Notre alimentation et notre eau seront bientôt empoisonnées à perpétuité et l'aveuglement continue avec la loi Duplon. Pourquoi se taise-t-il? L'épidémie doit rester invisible pour protéger les milliards d'euros de profits de grands groupes. La loi Duplon recèle un autre conflit d'intérêts majeur qu'il faut marteler encore et encore. Les plus grandes firmes de l'agrochimie produisent à la fois les pesticides et des traitements contre le cancer.
Connu pour ses produits phytosanitaires, le groupe Bayer-Monsanto ambitionne d'intégrer le top 10 des entreprises oncologiques d'ici 2030. Pour cela, Bayer finance un campus de recherche en Amérique du Nord dédié au traitement contre le cancer. Il investit dans des médicaments contre les maladies gynécologiques et pulmonaires, pathologies fréquemment issues de la contamination aux pesticides. D'autres firmes s'associent à des multinationales de la santé via des holdings pour diversifier leurs profits dans des médicaments après avoir empoisonné des populations entières. Qui a dit qu'on ne pouvait pas gagner le beurre et l'argent du beurre? Les dépenses publiques nécessaires à ces soins coûteux vont exploser dans les années à venir. Cet argent va donc aussi dans la poche des empoisonneurs. À l'évidence, l'agrochimie n'a pas de projet philanthropique. L'histoire prouve que leur business est lié à la chimie de la guerre et au colonialisme. Depuis plus de 100 ans, ces firmes fabriquent des armes chimiques qu'ils recyclent dans l'agriculture, avec un mépris total pour les travailleurs agricoles. Leurs produits sont conçus pour tuer, que ce soit le vivant dans les champs ou les êtres humains dans des camps de concentration au Vietnam ou aujourd'hui à Gaza avec le glyphosate utilisé comme bombe chimique. Rejets illégaux dans nos rivières, fabrication de produits interdits destinés à l'exportation, colonialisme. Fermeture de filiales pour éviter des procès, leurs méthodes sont dignes du crime organisé. Et au final, nous perdons notre santé. Et perdre notre santé, c'est augmenter leurs profits. Le législateur doit s'emparer de ces conflits d'intérêts ahurissants. Mais trop de politiques se font la voix des industriels et sèment le doute. Il s'agirait de garantir notre souveraineté alimentaire. Au-delà du déni scientifique et agricole, ces politiques exigent de nous une contrepartie monstrueuse. Accepter sans broncher le risque grandissant de maladies pour le simple droit de manger et de boire. C'est inacceptable. Inacceptable. Ici, je m'adresse aux membres de la commission mixte paritaire de la loi du plomb et aux parlementaires qui nient la réalité. La situation est limpide. Serez-vous une alliée, un allié du cancer? Allez-vous voter pour que le cancer devienne un passage obligé dans nos vies? Laisserez-vous la FNSEA vous dicter ces lois qui détruisent la santé publique? Cette possibilité-là nous terrifie et nous mobilise. Sachez-le, votre vote parlera pour vous. En traitement pour mon deuxième cancer du sein métastasé, je sais ce que c'est que de sacrifier 2 ans ou plus de sa vie au cancer. La promesse du président de la République de guérir du cancer n'est pas suffisante, car je le sais, avec tant d'autres, j'incarne les conséquences d'un système défaillant, les conséquences d'une urgence agrotoxique. En tant qu'élu de la République, connaissez-vous les traitements violents, les vomissements, douleurs, insomnie, la détresse émotionnelle pendant des mois, des années, qui peuvent saper l'envie de vivre? Portez-vous des séquelles, des cicatrices, l'angoisse de vos proches, la crainte d'une récidive, la précarisation? Que savez-vous de l'horreur de tomber malade à cause de son métier lorsqu'on est agriculteur, ouvrière, boulanger, fleuriste, quand on habite aux Antilles ou près d'une usine chimique? Et de plus en plus souvent, le cancer fabrique des orphelins. Et je pense à toi, Mona. Des parents inconsolables de la mort de leur enfant. Faudra-t-il l'accepter, se taire et s'y habituer? Alors Cancer Colère appelle à une action forte. Nous exigeons un moratoire sur les pesticides. Confrontons l'agro-industrie aux faits scientifiques qu'elle nie et aux pollutions innombrables dont elle est responsable. Écoutons la science et le monde paysan pour changer notre société en profondeur. Et même si les industriels n'ont rien à y gagner et tout à perdre. Aujourd'hui, la France a le choix. Financer massivement une grande transition écologique ou devenir très bientôt la championne du cancer, toute catégorie. Un dernier mot. Pour moi, la lutte, le collectif, c'est thérapeutique. Et ça me rend vachement vivante. Merci beaucoup. Si je
suis présent aujourd'hui, c'est pour affirmer la position du collectif, donc, qui dit clairement non à la loi du plomb, qui menace les différents écosystèmes, la santé des travailleurs et des travailleuses, mais aussi à terme celle des consommateurs et des consommatrices de produits agricoles. Donc j'aimerais ici souligner l'impact non négligeable que les pesticides ont dans les Antilles françaises, mais aussi que cette proposition de loi peut avoir sur le territoire martiniquais. Donc cette proposition de loi qui est présentée comme permettant d'alléger les conditions réglementaires pesant sur les agriculteurs contribue en fait à un véritable renforcement de l'agriculture intensive et toxique, et donc un retour en arrière sur la question de la réduction d'usage des pesticides. Donc non seulement elle favorise par exemple l'utilisation des néocotinoïdes, mais elle permet aussi la réintroduction des épandages aériens, ici par drone. Donc les épandages aériens ont été utilisés en Martinique et en Guadeloupe de 1958 au début des années 2010, avec bien sûr tout un tas de dérogations à la fin des années 2000. Mais du coup, elles ont été interdites au début des années 2010. Et là, à travers cette loi, c'est réintroduire en fait finalement quelque chose qu'on a déjà interdit. Donc c'est quand même un réel retour en arrière. Je voudrais insister aussi sur le lien en fait entre cette loi et l'expérience martiniquaise du chlordécone. Donc pour celles et ceux qui ne le savent pas, le chlordécone c'est un pesticide organochloré qui a été utilisé en Martinique et en Guadeloupe de 1972 à 1993, en tout cas officiellement, dans les bananeraies, alors même que sa toxicité était déjà connue au moins depuis 1973 et que les États-Unis ont interdit l'utilisation de ce pesticide-là en particulier en 1975 suite à un accident industriel. Aujourd'hui, la conséquence de cette utilisation massive, c'est 92% de la population martiniquaise qui a du chlordécone dans le sang et 95% de la population guadeloupéenne. Et des études récentes de mars 2025 parlent d'une rémanence dans les sols pouvant aller de 1000 à 4000 ans, de 4000 à 11 000 ans de rémanence dans les sols. Et donc ce pesticide, il est également un perturbateur endocrinien. Il entraîne de la prénatalité, des problèmes de développement cognitif chez les nourrissons, de la prépuberté et surtout des cancers de la prostate. Et donc je rappelle que la Martinique est l'endroit dans le monde où il y a le plus de taux d'incidence de cancer de la prostate. Et donc je reprends du coup l'expression utilisée par Fleur. En fait finalement augmenter leur profit, augmenter le profit de l'agro-industrie, c'est finalement perdre notre santé. Et ça je pense que c'est le cas martiniquais est quand même un cas assez illustratif. Et donc cet empoisonnement massif finalement des populations antillaises, il est le fruit d'un lien en fait entre les grands planteurs martiniquais et les instances scientifiques de l'État qui en fait ont cédé à des demandes d'autorisation dans un contexte de crise du secteur de la banane dans les années 70. Voilà, et c'est ce qui risque en fait finalement de se passer une seconde fois ici quand étant donné que cette loi en fait rouvre la porte aux industriels dans les décisions d'autorisation des pesticides. Et donc il va y avoir, si cette loi passe, en fait finalement la séparation entre la vente et le conseil des pesticides va être gommée, et c'est ce qui pourra conduire à des dérives similaires à ce qui s'est passé avec le chlordécone. Donc cette proposition de loi, elle représente une véritable volonté de faire un retour en arrière vis-à-vis des acquis environnementaux sous pression des lobbies agricoles et à rebours d'une transition vers un modèle agricole durable et non toxique.
Donc ici, j'affirme encore une fois l'opposition du COADEP la plus ferme à cette proposition de loi. Et on continuera en fait de lutter pour un modèle agricole respectueux des écosystèmes. Là je parle des écosystèmes martiniquais, mais je pense que ça concerne, ça concerne en fait tout le monde, que ce soit sur les territoires ultramarins comme en France hexagonale. Donc l'idée c'est vraiment d'aller vers un modèle plus respectueux des écosystèmes et de la santé des individus. Je vous remercie. Oui, bonjour. Alors, nous représentons aujourd'hui le collectif de soutien aux victimes de pesticides de l'Ouest. C'est-à-dire, c'est un collectif qui concerne toute la Bretagne, les Pays de Loire, le Pays nantais, particulièrement aussi, parce qu'il est très touché, tout le pays viticole. Et on vient de créer, Michel vient de créer un collectif en Eure-et-Loire, voilà, dans Beauce, donc. Moi, je suis un médecin et je suis aussi la fille de quelqu'un qui a une maladie de Parkinson, donc liée aux pesticides, pas parce qu'elle est agricultrice, mais parce qu'elle est riverain. Sa voisine a eu aussi une maladie de Parkinson et il y a de plus en plus de riverains qui sont touchés par les maladies de Parkinson et de plus en plus jeunes. Donc je sais bien que M. Macron va nous dire qu'on va guérir le cancer, mais il faudra aussi guérir la maladie de Parkinson qui, à l'heure aujourd'hui, est incurable et donne des évolutions vraiment très défavorables dans beaucoup de cas, même s'il y a des avancées en médecine. D'autre part, je suis aussi psychiatre et je m'occupe d'enfants qui ont des troubles du spectre autistique, des troubles du neurodéveloppement. Il y a aujourd'hui en France, ça c'est les chiffres de la Haute Autorité de Santé, 10% des enfants qui ont un trouble du neurodéveloppement. On sait que le développement embryonnaire et que les conditions environnementales des femmes et pendant la grossesse va fragiliser le développement de l'embryon et avoir des maladies congénitales, syndromiques, génétiques, des prématurités, enfin tout un tas de conséquences. Ce sont des conséquences en cascade. Donc voilà, donc nous dans notre collectif, vraiment je tiens à dire, on ne divise pas les agriculteurs et les riverains, on est tous ensemble. C'est un collectif de malades, voilà, parce que les agriculteurs sont pris dans le même système. Merci. Scientifiques en rébellion. Bonjour. Scientifiques en rébellion est un collectif fondé en 2020 de scientifiques révoltés par l'inaction face à la crise écologique et engagés dans la transformation nécessaire de notre société pour un monde juste et en accord avec les limites planétaires et la protection de la biodiversité. Mardi 27 mai, le projet La loi du plomb devait commencer son examen à l'Assemblée nationale. Pour échapper au débat parlementaire, des députés allant de la droite au Rassemblement national ont voté une motion de rejet. Le texte passe donc directement en commission mixte paritaire sans débat et sans possibilité d'amendement par l'hémicycle. Ce coup de force antidémocratique est inacceptable. Ces députés évitent de nombreux échanges sur le texte qui auraient peut-être fait vaciller certains membres de leur camp en défaveur de cette loi. Ainsi, sauter l'étape de l'Assemblée nationale permet d'invisibiliser le sujet des pesticides, de l'élevage industriel et des méga-bassines dans le débat public. La mobilisation d'aujourd'hui et de demain est d'autant plus importante pour faire entendre ces vérités qu'ils veulent faire taire. Car qu'est-ce que la loi du plomb? C'est une régression radicale. Un retour en arrière de plusieurs années sur une politique déjà très peu ambitieuse au regard de l'urgence de la dégradation des environnements et de la santé publique par l'agriculture industrielle dite conventionnelle. La loi du plomb, c'est la négation des faits scientifiques sur la dangerosité des pesticides, en particulier les néonicotinoïdes, dont l'acétamipride. Le déni des expertises établissant la maladaptation des méga-bassines à la gestion de l'eau dans les régions de stress hydrique.
L'encouragement à la multiplication et l'agrandissement des fermes-usines où la maltraitance animale atteint déjà des sommets et que la pollution venant des fermes-usines empoisonne les sols et cours d'eau jusqu'à tuer. La loi du plomb, c'est la capitulation devant les exigences de la FNSEA qui met le profit de l'agro-business devant la santé publique, la préservation de l'environnement et les conditions de vie et de travail des agriculteurs et agricultrices. Je reviens rapidement sur ces 3 volets de la loi. Concernant les pesticides, 3 reculades sont à noter. La loi revient sur la séparation de la vente et du conseil des produits phytopharmaceutiques. Les entreprises qui vendent des pesticides pourraient non seulement conseiller de nouveau les agriculteurs, mais également pratiquer des tarifs très attractifs à base de remises, rabais et ristournes. Or, il est établi que les externalités environnementales sont ignorées par le marché et donc redonner la marché est contraire absolument à la science économique en particulier. L'extractivisme destructeur en est la preuve sans appel. La loi compte donner au ministère de l'Agriculture le pouvoir de suspendre dans certaines conditions une décision de l'ANSES en matière d'homologation des produits pharmaceutiques. L'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail est une agence publique indépendante chargée d'assurer la protection de cette sécurité. Les autorisations seraient donc fonction des besoins des filières agricoles et non plus des priorités de santé publique. Enfin, la loi autorise l'usage des drones pour la pulvérisation des produits et revient sur l'interdiction française datant de 2018 qui porte sur l'usage des néonicotinoïdes alors qu'une masse d'études a établi qu'ils tuent les pollinisateurs comme nous l'avons interdit et causent des cancers comme nous l'avons également entendu. Donc sur ces 3 points, c'est une reculade qui va à l'encontre de tout ce que nous connaissons dans les sciences, qui a été établi par la science. Sur la gestion de l'eau, l'article 5 vise à faciliter les projets de stockage de l'eau et introduit une nouvelle hiérarchie des usages de l'eau qui vise à faire passer les usages agro-industriels devant les besoins des écosystèmes, ce qui est contraire au droit européen. De plus, les spécialistes du GIEC s'accordent sur le fait que les méga-bassines sont coûteuses, ont des effets négatifs sur l'environnement et ne seront pas suffisants en cas de réchauffement plus important. C'est pourquoi l'hydroclimatologue Florence Abetz estime que le modèle de la méga-bassine est une maladaptation au changement climatique. Les scientifiques du GIEC ont par ailleurs évalué d'autres solutions efficaces pour préserver cette ressource, telles que l'alimentation à base de plantes, pas nécessairement strictement végétarienne, l'agroécologie, l'agroforesterie, des systèmes agricoles mixtes et diversité. Et justement, alors qu'une alimentation à base de plantes est à développer, c'est encore tout le contraire que fait la loi du plomb. La loi vise à faciliter l'installation et l'agrandissement des fermes-usines en France. Elle entend relever les seuils des exploitations pour soumettre obligatoirement un élevage à une procédure d'autorisation. Les méga-fermes classées ICPE sont en fait soumises à des autorisations préalables car elles peuvent créer des risques de pollution grave et de nuisance à l'environnement. Ces seuils passeront de 40 000 têtes à 85 000. Voilà, soit le double. Pire encore, les élevages bovins pourraient être potentiellement exonérés de ces procédures. Une aberration. L'élevage est responsable de 60% des gaz à effet de serre de l'agriculture qui représentent 14% des émissions globales. L'élevage constitue 16% des émissions de méthane globales à l'échelle planétaire. Un gaz qui a un pouvoir de réchauffement global 28 fois plus puissant que le CO2. Réduire notre consommation de viande est un des leviers les plus efficaces pour réduire les gaz à effet de serre et préserver les ressources hydriques. En l'encourageant, la loi du plomb aggrave la crise climatique et environnementale. Pour conclure, la loi du plomb entérine la capture de l'État par le complexe agro-industriel représenté par la FNSEA dans le mépris le plus total de la science et de la démocratie. Comme en Europe et aux États-Unis,
l'oligarchie de l'agro-business impose son diktat, mettant en danger la santé humaine et la viabilité de larges parties de la planète. Nous ne pouvons consentir à ces attaques contre la démocratie, prélude d'attaques contre l'état de droit et le respect de la vérité scientifique, comme nous l'observons en France pour le projet de la 69 par exemple, mais aussi bien sûr à travers le monde et aussi dans le traitement des populations immigrées. Alors que l'effondrement de la biodiversité et le dérèglement du climat prédit par la communauté scientifique se matérialisent sous nos yeux, nous ne pouvons consentir au renoncement de la transition vers une agriculture durable, profit d'une agriculture toujours plus extractiviste, destructive de l'environnement et de la santé des agriculteurs, agricultrices, des riverains et des consommateurs. Nous, scientifiques, nous appelons à la rébellion pour défendre une démocratie éclairée par la science et un état de droit au service du bien commun, libre des intérêts des entreprises et luttant contre les inégalités, y compris entre les peuples. Alors moi, je vais être très très court. En fait, on aime bien venir à plusieurs, on essaye de venir à plusieurs à chaque fois parce que la parole qu'on porte, c'est pas l'avis ou l'opinion de tel ou tel scientifique qui aurait accumulé quelques données dans son coin, c'est le fruit d'un travail collectif considérable sur des années, des décennies, des milliers d'études. Et donc c'est cette parole, on essaie de visualiser ça en étant plusieurs à venir. Et donc c'est des preuves convergentes de tous les dégâts, par exemple des pesticides ou de l'effet des mégabassines. Et de la même manière, M. Duplon, il n'est pas tout seul. S'il était tout seul, ça fait longtemps que cette loi, on n'en parlerait plus. Il y a avec lui des tas d'alliés, en fait, au sein des parlements. Et dans cette commission mixte paritaire qui va se réunir, il va y avoir 14 parlementaires et dont on peut estimer que seulement 4, a priori, vont faire tout ce qu'ils peuvent pour pas que cette loi soit votée telle qu'elle. Et en face, il y en aura 10 de droite et du centre, et on va tous les nommer. Et ces personnes-là, ces parlementaires, s'ils font voter, s'ils permettent à cette loi d'être votée telle qu'elle, il faut répéter leur nom partout pour qu'ils soient associés à cette loi criminelle. Je vais les nommer donc. Madame Hélène Laporte du RN, Monsieur Hervé de l'Épinay du RN, Monsieur Pierre Kuipers de la droite, Madame Dominique Estrosi-Sassonne, Monsieur Julien Dive, Monsieur Franck Menonville, Monsieur Jean-Luc Fugy, Monsieur Bernard Buis, Monsieur Marc Fesneau et bien sûr leur chef de bande, Monsieur Laurent Duplon. Et donc là il fait très chaud, hein, et c'est la nouvelle normalité, ces canicules, ces vagues de chaleur, on va manquer d'eau. Pendant ce temps-là, ces charmants personnages vont essayent d'accélérer le siphonnage des nappes phréatiques des cours d'eau. Donc quand il n'y aura plus d'eau, on ne sait pas très bien ce qu'on pourra boire, mais j'ai un petit slogan, on a trouvé une solution pour ces parlementaires, et vous allez pouvoir le répéter avec moi. Duplon, Duplon, il faut que tu t'hydrates, bois un peu de glyphosate. Duplon, Duplon, il faut que tu t'hydrates, bois un peu de glyphosate. Merci.